dois dire que je suis assez ébahi. Je ne pensais pas qu'on arriverait à réunir autant de vélos Cervélo mythiques ici. Alors pour la petite histoire, ces vélos, je les ai déjà vus sur des salons ou en visite chez Cervélo. C'est des vélos qui font un peu le tour du monde. Ils sont tout le temps en représentation, si on peut dire ainsi. Et voilà, donc je rêvais de les réunir. C'est chose faite grâce à Yann Noss, qui est le directeur du marché français pour Cervélo. Cervélo appartient à Pond Bike Performance, donc Yann travaille pour Pond Bike Performance, qui détient notamment Santa Cruz et d'autres marques de vélos, entre autres. Voilà, mais c'était vraiment un rêve de voir ces vélos. Je dois dire, je suis très ébahi de les voir là. C'est un lieu assez incroyable et les vélos sont incroyables. Donc, on devrait faire une expo, je pense, ici, les laisser. Je pense aussi. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est de vous parler de ces vélos, de vous parler de l'histoire de Cervélo, parce que Cervélo, c'est une marque mythique qui est mythique grâce à des vélos mythiques qui ont été chevauchés par des champions mythiques. On commence en 2005, on termine en 2022. On va vraiment vous détailler chaque vélo, son histoire, la course qu'il a remportée ou qu'il n'a pas remportée, en tout cas la course auquel il a participé. Et on va vous parler aussi des coureurs qui ont roulé sur ces vélos. Yann, avant toute chose, j'ai une question. Comment ça naît Cervélo? Cervélo, ça naît par l'intermédiaire de deux personnes. En 1995, donc il y a 27 ans, on fête le 27e anniversaire cette année de Cervélo, Phil White et Gérard Vroomen, qui dès le début ont insufflé une espèce d'énergie très technique, très novatrice à Cervélo, mais pas que, puisqu'il a fallu attendre un vélo mythique qui est arrivé en 2002, qui est le Soloist, ou le Soloist, comme on le prononce, et qui a permis de faire rentrer Cervélo dans une autre dimension clairement. Et c'est ce Soloist aujourd'hui qui a gagné plusieurs courses aux mains de plus grands athlètes aussi du début des années 2000, qui a été aussi le choix de l'équipe CSC avec le R2.5 que nous avons ici, qui a permis à Cervélo clairement d'être la première marque à créer un vélo aéro pour Monsieur Tout-le-Monde. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, au tout début des années 2000, l'aéro, c'était encore un rêve. Il y avait quelques vélos aéros, c'était des protos, mais personne en compétition roulait sur un vélo aéro dans le peloton pro. Il n'y avait pas de vélo aéro encore. Et pas tout le monde n'y croyait non plus. À l'époque, c'était le poids. C'était le poids, exactement. C'était le poids, ça pouvait être aussi des problèmes de rigidité, pas mal de problèmes qui sont de conception. Et c'est vrai qu'il a fallu rentrer par cette porte avec le Soloist, qui a permis aujourd'hui aussi à pas mal d'autres marques de suivre ce mouvement-là. Mais c'est ce qui fait en général l'émulation. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, le tout dernier S5 est copié par plusieurs autres marques au niveau du poste de pilotage ou de la géométrie ou de la forme de l'arrière. Il y a des marques qui s'en inspirent. On arrive à la Formule 1, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une solution elle est bonne, elle est appliquée par de nombreux autres fournisseurs. C'est le jeu, il faut l'accepter. Ce qui est intéressant, c'est que l'ancêtre du S5, c'est le Soloist. Aujourd'hui, même si on a relancé le Soloist il y a quelques jours sur une approche un peu différente, le S5 aujourd'hui, c'est notre vitrine aéro, clairement. C'est ce qui se fait de mieux pour nous. J'ai une anecdote lorsqu'on parle du Soloist. Je viens de fêter mes 30 ans cette année, donc tu vas dire que je suis un... Tu es très jeune. Voilà, je suis un enfant. Merci Yann. Non, et le Soloist, à l'époque où il naviguait dans le peloton pro, moi je commençais à courir en cadet ou en minime. C'était les années 2005-2006. Et dans le peloton, il y avait quelqu'un qui avait un Soloist, monté avec des roues Corima d'ailleurs à l'époque, tu vois. Et tout le monde rêvait de ce vélo. Voilà, c'est un vélo qui m'avait marqué, qui marquait et qui est resté. Il a marqué des générations, il faut être honnête. C'est un vélo qui a marqué des générations. Il a lancé la mode Cervélo en tout cas. Oui, clairement. Ouais. Donc les personnes, le produit, et puis le troisième point important, c'est les athlètes. Sans les athlètes aujourd'hui, les vélos, ils ne gagnent pas forcément, même si on apporte la technologie. Et c'est vrai qu'avec ces 8 vélos que nous avons amenés ici, on a quand même un joli petit palmarès et des moments historiques. Les athlètes et les équipes aussi. Vous avez toujours su trouver de bonnes équipes. La CSC, le team Sunweb, Garmin aussi. Garmin, exact. Le team Jumbo aujourd'hui. Bon, voilà. Ouais. C'est clair que oui, après... ces produits-là nécessitent aussi d'être avec les meilleures équipes et les meilleurs athlètes. Donc c'est un parti pris. Ça nécessite clairement de l'investissement, que ce soit technique et technologique, mais aussi un investissement financier pour être avec les meilleures équipes. On commence à parler des vélos? On commence à parler des vélos. Alors le premier vélo, c'est un grand retour en arrière, puisqu'on tombe en 2005 avec Ivan Basso, le team CSC. C'est le vélo qui a fait deuxième du Tour de France en 2005 derrière Lance Armstrong. Un vélo
mythique, pour une époque mythique du vélo. C'est les tout débuts de Cervélo dans le peloton pro. C'est la première fois que Cervélo est sur le podium du Tour. Yann, qu'est-ce que tu remarques tout de suite sur le vélo? Il a bien vieilli, mais en même temps, il a pris un sacré coup de vieux aussi, on peut dire, sur pas mal de choses. Hein. Il a pris un coup. Il a pris un coup de vieux. Même si le vélo est excessivement léger, quand on l'a pris, c'est un 6,6 kg sans pédale. C'est un vélo qui est vraiment très léger. Après, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de composants et beaucoup d'aspects du vélo qui ont vieilli. En tout cas, ces 5-6 dernières années, on peut s'en rendre compte. En fait, je me demandais ce qui a le moins vieilli, je pense, c'est la selle. La SLR, finalement, elle est toujours. Voilà, c'est vrai qu'on est sur un cadre à tube carbone et raccord collé. Donc, c'est vrai que ça se fait plus depuis bien longtemps. Donc, le R2.5, c'est l'ancêtre du R3. Exactement. Voilà. Même si le vélo est super léger, cette technologie, enfin ce concept d'approche au niveau du cadre ne se fait plus depuis très longtemps. Il y a un groupe en 10 vitesses. Il y a un cintre en 31.8 avec des... C'est le Dura-Ace 7700, je crois, à l'époque. Hein. Ouais. Donc on a un groupe, même si c'est le très haut de gamme de l'époque, c'est un 10 vitesses, on est déjà aux 12 vitesses, on le verra plus tard sur les autres vélos. Il n'y a pas de frein à disque. Il y a des Zip 303 toutes petites, toutes frêles, toutes fragiles. À boyau. Mais de 21. De boyaux de 21. Donc quand on va énoncer déjà ce que fait Jumbo Visma sur les vélos de 2022 et ce qu'ils feront même peut-être en 2023, ça va peut-être choquer des gens, puisque le ballon a considérablement augmenté. Bon, il y a un pédalier FSA à l'époque, qui étaient déjà sponsorisés par FSA, étaient partenaires vraiment présents sur toutes les équipes pro du peloton. Et d'ailleurs, on voit que c'est une grande modernité à l'époque. Avoir un pédalier carbone en 2005, Shimano n'a jamais fait de pédalier carbone. Enfin, il y avait eu un proto, il n'a jamais été vraiment fait en série, mais il y avait très peu de manufacturiers de composants qui faisaient des pédaliers carbone en 2005. Donc il y a des choses intéressantes par contre, on voit qu'on est à un roulement externe, que ça a été à un moment donné press fit et que là ça revient sur des roulements externes. C'est vrai. Plus en plus. C'est vrai. Donc il y a un retour en arrière à ce niveau-là. Une autre chose assez étonnante aussi, c'est la fixation du cintre en 31,8 et le diamètre du cintre en lui-même. Qui est tout petit. Voilà, exactement, tout Mais petit. c'est vrai que quand on voit le vélo, il fait très frêle. Pourtant, ça soutenait la puissance de coureurs comme Basso et d'autres. On voit la fourche droite aussi. Pour l'offset, oui, qui était un peu différent effectivement des technologies aujourd'hui, avec un offset droit. Au niveau de la fourche. Et on remarque que le cadre est super long et malgré le fait qu'il soit long, Basso rajoutait une potence déjà longue, je pense qu'on est sur du 130, avec un angle négatif, une potence plongeante. Voilà, une position très en avant. C'était la mode à l'époque d'ailleurs. Ouais, c'était la mode. Et après, je pense que c'est un 56, non, la taille de carte qu'il utilisait. Je n'ai pas mesuré, mais je pense. Je pense. Parce que c'est vrai qu'il négligeait pas le fait d'avoir des tubes custom à l'époque, puisque c'était des tubes avec raccord collé, ils pouvaient faire un peu plus de custom qu'ils le font aujourd'hui. Et on a aussi le jeu de direction 1 pouce 1/8 en haut et 1 pouce 1/8 en bas. Ouais, et semi-intégré. On commençait avec la semi-intégration. Voilà, donc déjà à l'époque, en 2005, on savait faire des vélos largement sous le 6,8 kg, puisqu'on est à 6,6 kg sans pédale, donc bon, 6,8 kg avec pédale. On va le voir, hein, les vélos plus modernes sont toujours aussi légers, mais par contre, ils ont gagné d'autres caractéristiques entre-temps. Ouais, et puis bon, on constate aussi, ça fait sourire, mais bon, le passage du câble de compteur Sigma avec l'aimant, alors qu'aujourd'hui on a des GPS et des capteurs de puissance où il n'y a plus du tout de fil, c'est vrai que ça fait sourire, mais c'était pas encore il y a si longtemps, hein, au final. Hein. C'est vrai. Ouais. Et je remarque aussi les roues zip avec les patins Corima Liège. Ouais. Grande époque, les patins Corima Liège. Et un petit guide chaîne pour empêcher que la chaîne elle tombe entre le petit plateau et le cadre. On fait un bond dans le temps de 2005 à 2020, 15 ans après, le descendant du R2.5, le R5. Oui, dans sa version disque, une première fois qui a été utilisé en compétition aussi avec les... Donc le premier R5 à disque. Exact, okay. Le premier R5 à disque. Groupe électrique. Et devant nous, on a la version de Jay Hindley qui a gagné la 18e étape du Giro 2020. Il aurait pu gagner cette année-là, c'est vrai que ça a été une bataille jusqu'à la fin. Bon, il gagne en 2022 avec une autre équipe, mais en tout cas, ce vélo a gagné la 18e étape du Giro. Ce vélo, puisque on va vous le montrer, vous avez l'autocollant numéro 1, c'était bien le vélo qui a servi lors de cette étape. Par rapport au vélo d'Ivan Basso, il y a énormément d'évolutions. Déjà, le poste de pilotage, on est quasiment tout intégré au niveau des gaines et des câbles du groupe électrique. On a le freinage disque. Là, c'est pro déjà, c'est plus FSA à ce niveau-là. Eux, ils sont Shimano et Pro, donc on voit une intégration Shimano et Pro à ce niveau-là. On voit un serrage de tige de selle intégré. Exact. On avait la possibilité d'avoir 2 offsets de tige de selle différents, 0 et 25 mm. Là, c'est le 0. C'est le 0. Toujours à boyau, des contis compétition Pro Limited en 25 mm, donc on passe de 21 à 25 en 15 ans. Voilà, on va le voir, on monte encore. On est passé en 11 vitesses aussi. On est en 11 vitesses. Groupe électrique, on l'a dit. Il n'y a pas de patte anti-déraillement.
Non, parce que les transmissions étaient de plus en plus efficaces aussi avec les chaînes qui restent bien collées sur les plateaux. La potence toujours aussi longue. Ouais, ben, l'offset de 0 fait qu'il pilote sur l'avant avec une potence très longue. Au niveau du poids, on est toujours à 6,8 kg, on est sur un vélo très léger, mais par contre on a gagné des roues qui sont infiniment plus rigides que les petites Zip 303 de 2005. Ouais, les 735. Des roues qui sont plus aéro aussi, parce qu'elles sont plus larges. Et qui sont plus confortables, puisqu'on a des boyaux un peu plus... Et oui, le train roulant est amélioré, ça roule mieux, mais comme ça roule mieux, ça devient aussi plus confortable. On a des ballons qui sont différents, une gomme qui est différente, donc tout monte vraiment en technicité, c'est clair. Finalement, c'est un vélo qui a 2 ans aujourd'hui, il n'y a pas énormément de différence par rapport à un vélo de 2022. Il n'y a pas énormément de différence, c'est vrai, à part, bon, c'est vrai qu'on arrive avec des roues, maintenant avec des ballons encore un peu plus gros au niveau des boyaux, des roues qui sont un petit peu différentes et un groupe maintenant en 12 vitesses. Mais c'est vrai que le plus gros se fait aussi au niveau de l'apport technologique des châssis, puisqu'avec le carbone maintenant, on peut faire quasiment ce qu'on veut. Pour un même châssis, on peut faire un vélo excessivement rigide et un vélo excessivement souple. Donc des fois, ça ne se voit pas forcément sur le cadre, et il faut le rouler pour avoir un comportement différent. C'est ce qu'on évoquera avec le nouveau R5 quand il est arrivé. C'est vrai que pour l'avoir essayé, on peut passer, on en parle, le nouveau R5 est beaucoup plus facile que celui-ci. Voilà. Pourtant, visuellement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est l'intégration. On va vous en parler tout à l'heure, mais voilà. Il y a une chose intéressante aussi, alors c'est souvent le cas, on en parle maintenant parce que les vélos des équipes pro sont utilisés maintenant avec des capteurs de puissance. La plupart des vélos ont des capteurs de puissance sur le pédalier. Et là, en l'occurrence, on voit encore une fois qu'il y avait le petit point pour les mains. On voit, ouais. Voilà, mais que le pédalier n'est pas le pédalier d'origine, tout simplement. Ça veut dire qu'il a été changé. Ça veut dire qu'il a été changé. Pourquoi? Parce que les capteurs de puissance, ça ne court pas les rues forcément tout le temps. Et les équipes pro qui ont leur longueur de manivelle pour les athlètes spécifiques préfèrent récupérer le pédalier qu'ils ont utilisé et mettre un pédalier d'entraînement sans capteur de puissance. C'est aussi pour cela que le vélo, il est dans son jus, mais des fois, il y a des petites astuces quand on les récupère qui ne sont pas forcément Donc visible. il est fidèle à 98%. On va dire que celui-ci, il est fidèle à 98%. Oui. C'est vrai qu'il y a une grosse différence aussi au niveau de l'avant. Hein. Là, on est sur du 1 pouce 1/8 en haut et du 1 pouce 1/2 en bas, je crois. Ouais, on était déjà sur ce qu'on appelle tape ride au niveau de du conique, en tout cas, toujours semi-intégré. Et puis c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'intégration commence à déjà être quelque chose d'assez présent, même si on s'aperçoit que les câbles et les durites sortent encore par le cintre à l'avant. On va voir qu'il y a encore dans ces 3 dernières années un gros bond en avant en termes d'intégration. Et pas que sur les vélos de gamme d'ailleurs. Et pas que sur les vélos de gamme, tu as raison de le signaler. Et on voit aussi les commandes du groupe DI2, les commandes déportées. Les commandes déportées, oui, exactement. Lui, il les mettait ici, tu as vu, on se rend compte qu'il les a portées très proches de ces changements de vitesse pour la descente. C'est assez marrant de voir comment les athlètes, Marianne Vos, elle les met de façon un peu différente. Comme ils personnalisent. Ouais. Comme ils personnalisent. Ça doit quand même pas mal taper avec la tige droite. Hein. Après, il reste du flex, mais je pense que ce n'est pas leur priorité, le confort à ces athlètes-là quand ils roulent. Et le boîtier Baby-Rite. Ouais, Baby-Rite, un produit que Cervélo adore et monte de plus en plus sur pas mal de produits, de vélos aujourd'hui, de modèles, pas forcément sur tout, parce qu'on a des caractéristiques un peu différentes selon les produits qu'on utilise, selon les modèles et les familles de vélos qu'on utilise, mais c'est quelque chose que clairement on a utilisé régulièrement ces dernières années. On le voit, la base opposée, elle est énorme par rapport à la base côté cassette. Ce vélo a été quand même très réputé pour aller dans le plus léger et plus rigide, ce qui n'était pas forcément le parti pris du nouveau R5. C'était à ce moment-là, ce R5-là, cette génération de R5, c'était de dire allez, on va le faire encore plus léger et on va le faire encore plus rigide. Maintenant, les choses ont évolué et on est quand même sur une histoire de beaucoup plus dans le technique de dire plus rigide, oui, non. Il faut quand même que le vélo reste confortable et pas exigeant. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce vélo-là, je l'ai essayé, je le sais, c'est un vélo vraiment dédié à 99% aux pros. Clairement, ça l'a été. Aujourd'hui, un R5, c'est plus utilisable par un cyclo. À l'époque, un cyclo qui se payait un R5 comme ça, bon, il avait quand même un vélo exigeant physiquement pour l'emmener correctement. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Ce qui n'est pas le cas du nouveau. Non, ce qui n'est pas le cas du nouveau, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas du nouveau. Alors Alex, tu te rappelles, je t'avais fait une petite devinette tout à l'heure. Une petite devinette, si je te fais ça. C'est le nombre de bacs que vous avez enlevé sur la direction? Presque, mais c'est pas tout à fait ça. Ben, c'est celui-là le vélo de la devinette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte avec le boyau qui est ici, c'est avec ce boyau-là, en tout cas cette longueur de boyau-là, que Wout a gagné l'Amstel Gold Race en 2021. Donc c'est le vélo de Wout de l'Amstel Gold Race de 2021. Avec quelques petites subtilités, on va regarder ça ensemble. Moi déjà, ce qui me surprend comme ça, c'est le gabarit du vélo. Il est immensément long. On ne se rend pas compte à la caméra, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le vélo, il est à la fois bas, il est compact, il n'y a pas une très haute hauteur de selle,
mais il est immensément long. C'est en tout cas l'impression visuelle que j'ai en le regardant. Wout est quelqu'un qui mesure 1m87, si je ne dis pas de bêtises, ou 86. Il roule sur un 56, comme Christophe Laporte. Ils ont le même gabarit, le même type de vélo. Là, c'est un 56. Alors, on verra plus tard, dans la deuxième vidéo, normalement, qu'il y a une deuxième génération de S5 qu'on vient juste de lancer. Donc là, c'est la génération précédente. Il est là. Il est ici. On se concentrera sur des points un peu différents. Ancienne génération, en tout cas cette génération-là de 2021, et le nouveau qui est sorti à l'été 2022 pendant le Tour de France. En tout cas, autre chose, quand je le regarde, tu me parles du 2021-2022 qui est là. Bon, quand je le regarde visuellement, j'ai pas l'impression que... C'est S5. Voilà, on dirait pas un vieux vélo. On dirait pas un vieux vélo. Et je me fais la réflexion aussi que s'il a l'air si long, finalement, c'est qu'il est bas. Il est bas, il n'y a pas une très haute hauteur ici. Et, après, c'est vrai que... On est tout sauf sur un vélo au carré. Ouais, après, oui, c'est clairement, c'est pas un vélo carré, et c'est vrai que c'est un semi-slooping. Après, c'est vrai que les traits particuliers du S5 font un effet d'optique assez différent d'un vélo classique. En tout cas, il est hyper impressionnant. Alors, techniquement, vélo aéro, intégration complète. Intégration complète, potence d'origine Cervélo, la potence intégrée, le cintre aussi intégré. Est-ce que c'est le premier Cervélo à avoir l'intégration complète de la câblerie? Tu me poses une colle. Je vais te dire, il faudra que je vérifie. Tu m'as posé une colle avec le P5. J'ai un doute par rapport au P5. Cervélo de route. Ah oui, alors à ce moment-là, oui. Donc c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Ok, parce que de toute façon, le R5 l'a eu après. Oui. Bon, donc c'est le premier cervélo de route à avoir l'intégration complète. Parle-moi un peu du poste de pilotage. Ben, là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est une intégration assez poussée qu'a fait Cervélo. Ça a profondément choqué pas mal de personnes quand la potence est arrivée. Aujourd'hui, c'est plutôt la potence qui fait le vélo, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît un S5 de par la potence et de par le cintre. Et la fourche. Et la fourche. Donc aujourd'hui, on a un ensemble, un cockpit avant qui est clairement intégré, qui nécessite un petit savoir-faire, même si on le verra sur le nouveau S5, on gagne énormément sur la facilité de changer la hauteur des spacers et la longueur de la potence et l'inclinaison du cintre aussi. Mais là, en l'occurrence, sur le vélo de Wout, on voit clairement que le vélo, il a un reach de fou, mais en plus, lui, il a une potence de fou parce que voilà, c'est des athlètes particuliers qui ont des performances particulières. Ce vélo-là, bien sûr, il est sur du Durace 11 vitesses. À l'époque, on commençait à discuter, à voir apparaître du 12 vitesses, mais pas forcément régulièrement. Je vois qu'on a disque 160 et 140 derrière. C'est ce qu'il utilise tout le temps, clairement. Ça, là-dessus, il n'y a pas de changement. Il est sur du 160 à l'avant et du 140 à l'arrière. Là, en l'occurrence, on s'aperçoit, et c'est quelque chose qui était, qui est régulièrement plébiscité par les coureurs de la Jumbo, mais aussi à l'époque par la Sunweb, c'est-à-dire que le S5 était tellement performant qu'ils aimaient l'utiliser avec des roues plus petites. Plus basses. Plus basses. Et ils n'avaient pas peur de monter les bosses avec Marc Hirschi, en l'occurrence, à l'époque de Sunweb au Tour de France 2020. Oui, c'est un vélo qui grimpe. C'est un vélo, sans dire que c'est un vélo qui grimpe, pour ces coureurs-là, c'est un vélo ultra polyvalent. Déjà, il n'est pas très lourd, il fait à peine plus de 7 kg. Exact. 7 kg 1, je crois. Sur les versions, effectivement, on peut descendre jusqu'à 7 kg 1. Là, en l'occurrence, il avait des C35 dessus. Quand il a gagné l'Amstel, il avait des C50, donc il n'avait pas ces roues-là. Donc c'est le vélo de l'Amstel, mais les roues ont été interversées. Ouais, voilà. D'accord. C'est ce que fait, en fait, c'est un petit peu le montage que fait Christophe Laporte régulièrement. Christophe adore le S5, beaucoup plus même que Wout, parce qu'il veut tout le temps utiliser le S5. Et il change régulièrement les roues. On voit aussi qu'il utilise la tige de selle avec du recul. Oui, j'étais en train de regarder, je me disais, ouais, il y a du recul. Ce qui ne sera pas le cas sur la nouvelle version. On voit aussi déjà que les boyaux, malgré tout, commencent à monter un petit peu en ballon. 26 mm. Voilà. Et il y a une chose, j'aimerais que tu nous en parles, j'avais remarqué ça au Roc d'Azur. Il y a une espèce de colle entre le boyau et la jante. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est une petite astuce qu'ont les mécanos de la Jumbo. Alors, je ne sais pas si c'est que eux qui l'utilisent personnellement, mais en tout cas, on le voit régulièrement sur toutes les roues utilisées par la Jumbo. Ils mettent un revêtement en silicone translucide pour, entre le boyau et le bord de la jante, pour le côté esthétique, le côté impureté, le côté aéro. Donc ça vient parfaire complètement et on se rend compte quand on voit ça que le boyau et la roue ne font qu'un. Ah oui, c'est lisse. C'est lisse et oui, effectivement, c'est beau aussi. Par contre, j'aimerais pas être à la place de celui qui va démonter le boyau. Et le soir, ils ont les mécanos pour ça. Il y a une chose qui interpelle sur ce vélo, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'avant, la douille. Quand on regarde le vélo, on est habitué à voir une douille de direction et une fourche en dessous avec le T de la fourche. Là, il n'y en a pas. En fait, c'est un sablier. Là, on a un sablier, une seule pièce. Et je crois que dans mes souvenirs, c'est le premier vélo au monde à avoir ça. Hein. C'est une prouesse en termes d'aéro. Il faut être clair que ce vélo-là, passer une certaine vitesse sur le plat, ça roule vraiment très facilement.
l'expression ça roule tout seul, oui. Mais c'est pas un hasard si aujourd'hui Christophe Laporte, Wout, Primoz ont fait aussi ce qu'ils ont fait à Paris-Nice sur une étape qui était considérée comme une étape pour le S5 où ils se retrouvent tous les trois devant et finissent tous les trois ensemble aussi. C'est que c'est un vélo qui est fait pour ça. Le vélo, c'est un vélo qui est fait pour prendre des relais vite, pour rouler très très vite sur des étapes vallonnées ou de plat. C'est une couleur vraiment particulière qui a marqué les JO aussi parce que, médaille de Tom Dumoulin, on le verra un peu plus tard, mais Marianne Vos, Wout van Aert qui était super en forme. Cinquième des JO, ce vélo. Cinquième des JO et tu l'as roulé. Et je l'ai roulé, et le super test, on vous le met juste ici. Voilà. Je l'ai roulé. Tu as eu la chance de le rouler. Merci aussi à Jumbo-Visma parce qu'il nous donne accès à ce type d'options et de possibilités. Et merci à Cervélo de nous l'avoir fait essayer. On est sur le nouveau R5 là. On est sur le nouveau R5, Ouais. donc JO de 2020 qui ont eu lieu en 2021, on vous l'a dit juste avant, on vous le redit. Et on lance le vélo à la fin de l'année 2021. C'est-à-dire que ce vélo-là, il a roulé, il n'était pas encore lancé, c'est commercialement. Donc c'est le nouveau R5, le R5 actuel. Ouais. Ce qu'on remarque tout de suite, en tout cas ce que je remarque tout de suite, c'est ça. Ouais, intégration complète. Intégration totale. Il y a une chose à savoir, là on est donc sur un vélo de pro, Marianne Vos, intégration FSA, c'est du sponsoring. Exact. À la différence que pour être capable de faire cette intégration, ils doivent quand même utiliser le concept du jeu de direction et du pivot de fourche que nous avons ici, qui est en forme de D, avec le passage des gaines à l'intérieur. Et c'est pour ça que les mécanos se sont amusés à légèrement passer autour et à raboter ce qu'on appelle les top caps et les spacers. Et les spacers, exact. Okay. On le verra aussi sur son vélo de cyclocross, c'est à peu près la même chose. Il y a une autre chose qui me vient en tête là en le regardant. La tige de selle, elle ressemble beaucoup à celle du précédent R5. Par contre, le serrage est totalement différent, il est tout intégré. La tige de selle, c'est pas la même. Si, c'est la même. C'est la même. C'est la même. Bon, ben voilà. J'allais te dire, tu as tout bon parce que la tige de selle. On a gardé ce tige de selle là. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord cette capacité à pas tourner. Parce que c'est en forme de D. C'est bien, ouais. Ça paraît stupide, mais c'est une réalité. Elle a beaucoup de flex. Stupide. Quand on voit le nombre de vélos qui ont la tige de selle pas centrée. En tout cas, c'était pas sa priorité quand on l'a créée. Mais en tout cas, elle a beaucoup de flex. Et elle a beaucoup de confort. Et bon, on voit que Marianne utilise l'offset de 0. Maintenant, encore une fois, sur le nouveau R5, c'est du 15 mm d'origine. Sur la petite taille, le 48, c'est offset de 0. Là, on est sur un 48. Là, on est sur un 48. Alors, il y a une particularité, les roues réserve. Tu as raison d'en parler. Pourquoi? Parce que Jumbo-Visma, l'équipe femme et l'équipe de développement roulent avec des roues réserve. Ce qui va être le cas, puisqu'on l'a annoncé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, c'était l'été dernier. Parce que maintenant, ça y est, vous officiellement sur vos roues. L'équipe du Pro Tour va rouler sur des roues réserve. Alors ils ont commencé à le faire pendant le Tour de France sur les roues de chrono. On a vu la première roue lenticulaire, la première roue disque et la roue avant, et qui sont des roues tubeless. Donc on ne verra plus les roues Shimano. Donc on ne verra plus les roues Shimano pour l'équipe Jumbo-Visma. Il y aura des roues réserves pour toutes les équipes aujourd'hui Jumbo-Visma. L'équipe de développement, le Junior Team, l'équipe féminine et l'équipe du Pro Tour. Là, en l'occurrence, elle avait des roues qui étaient des anciennes 50 avant-arrière. Attention, ce n'est pas ce qu'elle a utilisé au JO, avec des DT 180 au niveau des moyeux. Mais à cette époque-là, voilà, ils changeaient les roues régulièrement et ils faisaient du testing régulièrement. On sait aussi que j'ai roulé ce vélo, mais le pédalier, ce n'est pas celui de Marianne. Là, c'est un 175 mm de manivelle. Ouais. Ça m'étonnerait que Marianne roule sur des 175 vu la taille qu'elle 175. Et d'ailleurs, il n'a pas le capteur de puissance, comme on en a parlé tout à l'heure. Je peux vous parler du rendement de ce vélo. On le disait juste avant, par rapport au précédent R5 que j'avais essayé à l'époque, il y a quelques années. Cette évolution, c'est une révolution, il est vachement plus facile. C'est un vélo qui est utilisable par tout le monde, par les cyclos. Voilà. Il n'y a pas de question à se poser, s'il vous plaît. Il est utilisable, facile, confortable. C'est une belle évolution. Ça va dans le bon sens, surtout. Mais surtout, ça va... Un vélo facile. Voilà. Et là, on distingue bien les différences entre un R5, un S5, un Caledonia S5. Et on se retrouve vraiment avec des familles qui sont bien distinctes pour des expériences différentes. Parce que comme on le dit souvent, il n'y a pas de bons ou de mauvais vélos. Il y a juste des vélos qui correspondent à certaines personnes par rapport à certaines pratiques et certains gabarits. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, la forme, mis à part l'intégration totale de la câblerie, bon, je vois l'ancien qui est juste derrière, la forme diffère peu. Par contre, le fond, il est absolument différent. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Avec du carbone aujourd'hui, tu peux tout faire. Et des fois, des choses que tu ne vois pas visuellement, que tu ne peux que ressentir quand tu roules le vélo. C'est aussi la première fois que le R5 n'est plus dispo en frein patin. Exact. Et qui n'est uniquement compatible qu'en groupe électronique. C'est la fin de ce premier épisode. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le second épisode. Les vélos sont là. À bientôt.